Pendant des décennies, une armée irrésistible de 2 millions de sangliers a ravagé les paysages, causant des milliards de dollars de dégâts. Les agriculteurs étaient en train de perdre la guerre, puis une révolution a éclaté dans les broussailles et stupéfait. Le monde entier a assisté à la mise au point par des agriculteurs texans d'un piège ingénieux qui a déjoué les plans de ce redoutable prédateur. Voici l'histoire de cette bataille de haute technologie pour reconquérir les terres envahies par cette espèce invasive surnommée les motoculteurs infernaux. La peste rose. À 2 heures du matin, la brousse texane vibre généralement de vie. Pour la majeure partie du monde, cette heure correspond au sommeil profond de la nuit noire, mais sous l'épaisse obscurité texane, un autre monde s'éveille, un monde qui laisse l'économie exsangue et les agriculteurs désespérés. Ils émergent de l'ombre, formant une meute, une famille très organisée. Oubliez les cochons domestiques des contes. Ce sont des sangliers sauvages, des centaines de kilos de muscles et des défenses acérées comme des rasoirs. La matriarche s'arrête à la lisière de la forêt. Sa vue est peut-être mauvaise, mais dans l'obscurité, son odorat lui sert de radar et de son ouïe de sonar. Elle sait que le fermier dort et que le champ lui appartient. Une fois qu'elle juge la zone sûre, le troupeau descend avec une force qui lui a valu le surnom de rouillères infernales. Il ne se contente pas de brouter, il creuse. Il retourne le sol pour atteindre les racines, arrachant les récoltes et détruisant les canalisations d'irrigation. En quelques minutes, le champ est ravagé. Mais il s'effrène facilement, un brin de brindille qui casse et ils se dispersent dans les bois. Ils disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés, laissant le fermier gérer les conséquences. Au matin, le champ ressemble à un terrain vague. C'est un problème majeur. Le Texas abrite plus de 2 millions de sangliers présents dans la quasi-totalité des comtés de l'État. Ils ravagent les cultures, déciment le bétail et causent des pertes de 500 millions de dollars par an aux agriculteurs. Il est donc urgent d'agir. La chasse traditionnelle est inefficace. Ces animaux sont intelligents, nocturnes et se reproduisent très rapidement. Pour remporter cette lutte, les agriculteurs doivent cesser de traquer l'ennemi et le déjouer par la ruse. Mais pour cela, ils doivent comprendre l'origine de cet ennemi. Pour comprendre cet ennemi, il faut saisir que ce désastre écologique n'est pas un phénomène naturel, mais le fruit de l'histoire humaine. L'origine du problème des sangliers sauvages remonte au 16e siècle, avec l'arrivée d'explorateurs espagnols comme Hernando de Soto. Pour ses premières expéditions, les porcs n'étaient pas considérés comme des nuisibles, mais comme une source de nourriture mobile. Plus robustes que les bovins et capables de se nourrir seuls, les porcs domestiques étaient amenés avec eux et souvent abandonnés ou laissés en liberté par les colons au 18e et 19e siècle. Pendant des générations, ces animaux ont vécu à l'état sauvage, établissant une population robuste de porcs de ferme sauvages qui se sont adaptés au paysage texan. Cependant, la créature qui terrorise les agriculteurs modernes est différente de ces premiers fugitifs. La transformation commença au début du 20e siècle par un choix délibéré. Lassés de la chasse au gibier local, de riches sportifs américains recherchaient un défi plus intense et exotique. Ils se tournèrent vers l'Europe, et plus particulièrement vers l'Allemagne et la Russie, et commencèrent à importer des sangliers eurasiens de race pure. Des hommes comme Austin Corbin dans le New Hampshire et Leroy G. Denman Sr. au Texas créèrent des réserves de chasse privées et clôturées, y relâchant ces redoutables animaux pour le sport. L'objectif était de les confiner à des clubs exclusifs, mais la nature s'avéra difficile à maîtriser. Sous l'effet des intempéries, des inondations et de la simple dégradation, les enclos ont cédé. Les sangliers eurasiens s'échappèrent dans la nature, où ils rencontrèrent des populations de porcs domestiques retournés à l'état sauvage. S'ensuivit une collision génétique aux conséquences désastreuses. Les deux lignées distinctes se croisèrent, donnant naissance à un hybride possédant les caractéristiques les plus avantageuses de leurs deux ancêtres. Du porc domestique, cette nouvelle créature a hérité d'une taille imposante et d'une grande fertilité. Du sanglier eurasien, elle a hérité d'une fourrure rêche, de défenses acérées comme des rasoirs et d'un instinct de survie aiguisé par des siècles de lutte contre les loups et les ours dans les forêts européennes. Les biologistes appellent cela la vigueur hybride. Il en résulte un animal doté de l'intelligence nécessaire pour déjouer les pièges, de l'agressivité pour se défendre et de la capacité de reproduction qui lui permet de surpasser presque toute tentative de contrôle de la population. Une seule truie peut commencer à se reproduire dès l'âge de quelques mois, donnant naissance à 2 grandes portées par an.
Cet avantage biologique a été accentué par l'intervention humaine. Dans les années 1980, la population a explosé, non seulement par migration naturelle, mais aussi à cause des agissements de chasseurs qui piégeaient et déplaçaient illégalement les sangliers vers de nouvelles zones pour y établir des territoires de chasse locaux. Ce qui était censé créer un sport a au contraire engendré une infestation. Le Texas est devenu l'épicentre de cette expansion. Aujourd'hui, le Texas abrite une créature qui, à un détail près, n'est pas un super cochon, un omnivore adaptable et intelligent qui a conquis le territoire, des forêts de pins aux broussailles arides. Le sanglier sauvage, autrefois animal de ferme, est devenu une menace à l'échelle continentale, rappelant tragiquement que l'espèce invasive la plus dangereuse de l'histoire du Texas y a en réalité été invitée. Le sanglier sauvage n'est pas un simple animal de ferme devenu incontrôlable. C'est une machine biologique programmée pour la survie et la destruction. Sa domination au Texas repose sur 3 piliers, une anatomie spécialisée, un cycle de reproduction explosif et une intelligence terrifiante. Pour un observateur non averti, le groin ressemble à un simple nez. En réalité, c'est un véritable bulldozer biologique. Son extrémité est un disque aplati et glabre appelé coussinet rhinarien et riche en terminaisons nerveuses. Ce coussinet permet aux sangliers de localiser les racines et les tubercules jusqu'à 1 mètre de profondeur. Elles compensent leur mauvaise vue en servant de sonde sensible dans l'obscurité. Mais cette sensibilité s'accompagne d'une force brute. Contrairement aux autres mammifères, le groin du porc est renforcé par un os unique appelé os rostral ou os prénasal. Situé dans la cloison nasale, cet os prismatique sert d'ancrage au squelette, permettant à l'animal d'exercer une force considérable sans se blesser. Lorsqu'un porc fouille le sol, il ne se contentait pas de renifler. Il utilise une sorte de pelle renforcée par l'os pour retourner la terre compacte, démolissant littéralement les pâturages et les canalisations d'irrigation. Si leur museau les rend destructeurs, leur cycle de reproduction les rend irrésistibles. Les biologistes appellent cela la bombe à sangliers. La théorie est simple mais dévastatrice. Les sangliers se reproduisent à un rythme exponentiel qui dépasse presque tous les prédateurs et toutes les méthodes de contrôle. Une laie peut atteindre sa maturité sexuelle dès l'âge de 3 à 5 mois. Si les conditions sont favorables, ce qui est souvent le cas sous le climat chaud et riche en nourriture du Texas, elle peut avoir 2 portées par an, chaque portée comptant entre 4 et 12 porcelets. Les statistiques de cette fertilité sont alarmantes. Les porcelets ont un taux de survie élevé et les groupes se développent rapidement. Pour qu'une population de sangliers sauvages reste stable, c'est-à-dire qu'elle ne croisse pas, les chasseurs et les trappeurs doivent éliminer plus de 70% de la population totale chaque année. Dans le cas contraire, leur nombre continue d'augmenter. Cette bombe est encore accélérée par le transport de personnes, les déplacements illégaux de population, agissant comme un détonateur et semant de nouvelles populations dans des zones qui seraient autrement restées sûres. Mais l'arme la plus redoutable du sanglier, c'est son intelligence. Ce sont des créatures extrêmement intelligentes, figurant régulièrement parmi les animaux les plus brillants de la planète. Des études suggèrent que leurs capacités cognitives sont comparables à celles d'un enfant humain de 3 ans. Ils possèdent une excellente mémoire à long terme et un sens spatial aigu. Si un rongeur tombe dans un piège, il en tire des leçons. S'il trouve une source de nourriture fiable, il se souvient de son emplacement. Leur intelligence est à la fois sociale et tactique. On les a observés utiliser la ruse pour manipuler d'autres cochons et faire preuve d'empathie en coopérant pour libérer leurs congénères piégés. Ils peuvent différencier les individus humains et reconnaître les traits du visage. Cette profondeur cognitive les rend extrêmement difficiles à chasser. Ils ne se contentent pas de réagir au danger, ils l'anticipent. Ils apprennent les habitudes des agriculteurs, évitent les zones où des coups de feu ont été tirés et disparaissent dans les broussailles au moindre signe de danger. Cette combinaison crée l'espèce invasive parfaite. Le sanglier sauvage creuse comme une machine, se reproduit à une vitesse fulgurante et pense comme un stratège. Face à un tel adversaire, les méthodes de lutte traditionnelles étaient vouées à l'échec. Les agriculteurs avaient besoin de quelque chose de différent. Il leur fallait un piège qui non seulement capture le cochon, mais qui déjoue les plans d'un génie.
Les ravageurs de la terre, les dégâts causés par les sangliers sauvages vont bien au-delà des récoltes perdues chez Hyacinth. Ce sont ce que les écologistes appellent des ingénieurs d'écosystèmes, mais leur travail est purement destructeur. Le principal mécanisme de cette ruine est le fouissage. Contrairement aux bovins qui pestent, et les sangliers retournent le sol à la recherche de larves et de tubercules, déstabilisant ainsi le sol lui-même. Ce comportement, la destruction des berges provoque une érosion qui trouble l'eau de sédiments, qui introduit des bactéries dangereuses comme E. coli, contaminant ainsi les sources d'eau utilisées par le bétail et les humains. Les cours d'eau autrefois immaculés des collines du Texas deviennent troubles et toxiques, les rendant impropres à la consommation. La faune sauvage locale souffre tout autant, les sangliers concurrencent les cerfs et les dindes pour la nourriture et s'attaquent activement aux espèces vulnérables, dévorant les œufs d'oiseaux nichant au sol et de tortues marines menacées. Ils transforment l'environnement en un paysage où seuls eux peuvent prospérer. Pour l'agriculteur, la dévastation n'est pas seulement écologique ou financière, elle est aussi psychologique. Se réveiller chaque matin pour inspecter les champs sans jamais savoir si des mois de travail ont été anéantis en quelques heures est une véritable torture. C'est le lourd tribut psychologique que représente l'invasion porcine. C'est un siège incessant qui engendre un stress chronique et un profond sentiment d'impuissance. Les agriculteurs endurent une anxiété chronique, semant des cultures dont ils savent qu'elles ne seront peut-être jamais récoltées. L'épuisement des patrouilles futiles à 2 heures du matin et le traumatisme de voir leur patrimoine anéanti, nuit après nuit, sont d'une ampleur incommensurable. Ils mènent une guerre qu'ils ne peuvent gagner uniquement par les armes. Pendant des décennies, la principale réponse à l'invasion de sangliers était simple, les traquer. Pourtant, la chasse traditionnelle s'est révélée être une dangereuse illusion de victoire. Les chasseurs de loisirs, utilisant des méthodes comme l'approche à l'affût ou la chasse avec des chiens, peuvent avoir le sentiment d'avoir accompli quelque chose après une nuit fructueuse, mais la réalité du problème est implacable. Pour simplement stabiliser la population, non pas la réduire, mais juste empêcher sa croissance, les propriétaires fonciers doivent éliminer plus de 70% du troupeau chaque année. Les méthodes traditionnelles ne permettent qu'effleurer ce problème, ne prélevant qu'une fraction des animaux, tandis que les survivants continuent de se reproduire. En 2011, l'État a intensifié le conflit en légalisant le chasse aux sangliers, une loi autorisant les chasseurs à abattre les sangliers sauvages depuis des hélicoptères volant à basse altitude, présenté comme un programme de régulation très efficace. Il permettait à des clients payants d'utiliser des fusils semi-automatiques pour cibler les groupes de sangliers dans des zones reculées. Bien que la méthode ait connu un succès fulgurant et se soit avérée efficace pour éliminer rapidement des groupes isolés, elle présentait une faille stratégique majeure. Le rugissement assourdissant des rotors ne se contentait pas de tuer les porcs, il les dispersait. Les groupes paniquaient et se dispersaient dans l'épaisse végétation texane, hors de portée des chasseurs aériens. Souvent, un problème concentré sur une seule exploitation se transformait en 10 problèmes plus petits, répartis sur les propriétés voisines. La conséquence la plus grave de ces guerres ratées, cependant, n'est pas la mort des cochons, mais leur survie. Les biologistes appellent cela l'éducation. Les sangliers sauvages sont des animaux sociaux très intelligents, dotés d'une excellente mémoire. Lorsqu'un chasseur abat 5 cochons sur une trentaine, il n'a pas résolu le problème. Il a créé 25 cochons géniaux qui savent désormais précisément à quoi ressemble un coup de feu. Ces survivants apprennent vite. Ils associent l'odeur humaine, les bruits de véhicules et certains lieux au danger. Presque immédiatement, ils modifient leur comportement, devenant exclusivement nocturnes pour échapper à la menace diurne. Ils développent une aversion pour les pièges, refusant d'entrer dans les enclos ou apprenant à les déclencher sans se faire prendre. En ne parvenant pas à éliminer la totalité du groupe d'un coup, la chasse traditionnelle agit en quelque sorte comme un terrain d'entraînement, engendrant une génération d'animaux hyper vigilants et méfiants envers les pièges, exponentiellement plus difficiles à capturer que leurs prédécesseurs. Pour lutter contre ces survivants insaisissables, les agriculteurs ont eu recours au piège à cage. C'est un outil simple, une enceinte rigide de 1,2 m sur 2,4 m, c'est constitué d'un grillage métallique épais soudé à une armature en acier. Assez portable pour être transportée dans une camionnette, elle fonctionne grâce à un déclencheur rudimentaire, un fil de détente ou un tuteur qui actionne une porte guillotine dès qu'un sanglier y pénètre pour manger l'appât.
Cependant, ce piège à boîte présente un défaut fatal que les sangliers exploitent avec facilité. La défense contre ce type de piège provient de la chef du groupe, la femelle alpha. C'est la matriarche la plus âgée et la plus sage qui dicte tous les mouvements du groupe. Lorsqu'elle s'approche d'un piège à boîte, ses instincts de survie déclenchent ce que les éthologues appellent la peur-seuil. Les sangliers sont une aversion innée pour les petits espaces clos et pour les objets étrangers, comme la barre métallique inférieure d'un piège. La truie dominante perçoit la cage non comme une source de nourriture, mais comme un lieu de confinement. Elle refuse de franchir le seuil et arpente nerveusement l'extérieur. Son hésitation tient lieu d'ordre. Le reste du groupe attend. Un jeune cochon imprudent pourrait s'y aventurer et se faire prendre, mais le noyau reproducteur du groupe, la truie et ses petits, restent libres. Le fermier attrape un cochon, mais la matriarche emmène les autres, plus rusés et plus insaisissables qu'auparavant. Les humains croient piéger des nuisibles, mais en réalité, ils sont dupés. La genèse du génie. L'échec du châchoir à porc et les limites du piège à cage ont forcé une réévaluation fondamentale de la lutte contre les sangliers. Pendant des années, l'approche avait été tactique, tirer sur le sanglier aperçu. Mais les agriculteurs ont commencé à comprendre qu'ils ne devaient pas penser comme des chasseurs, ils devaient penser comme des stratèges militaires. L'objectif est de passer de tuer le plus de truies possible à les tuer toutes d'un coup. La logique du problème a imposé la solution. Si laisser en vie une seule truie gestante permettait à la population de se rétablir en moins d'un an, alors la seule solution viable était de l'élimination totale de la colonie. Pour y parvenir, l'industrie a dû abandonner le sol et se tourner vers le ciel. Il en a résulté le piège suspendu, souvent qualifié de piège ingénieux. Contrairement au piège traditionnel, qui repose sur des panneaux permanents et des poteaux en T enfoncés dans le sol, ce nouveau système se caractérise par l'absence de seuil. La conception physique du piège vise à contrer le principal mécanisme de défense psychologique du sanglier. Un piège classique oblige l'animal à franchir un obstacle, enjamber une barre métallique ou se faufiler à travers une porte étroite. Ceci déclenche la prudence instinctive de la femelle dominante. Le piège suspendu, quant à lui, était constitué d'une grande enceinte métallique circulaire, généralement de 5,5 à 7 mètres de diamètre, suspendue à plusieurs mètres du sol. Il est maintenu en place par un mât central grâce à un système de treuils et de câbles. Pour le sanglier, il n'y a pas de piège, pas de mur à franchir, pas de porte à enjamber et surtout pas de barreaux au sol à enjamber. L'environnement est exactement le même qu'avant l'arrivée du piège, à l'exception de l'ombre projetée par l'anneau qui plane au-dessus. Ce dispositif rend caduque la peur initiale de la laie dominante. Elle peut mener son groupe directement à l'appât, sans que son instinct de survie ne déclenche un sentiment d'enfermement. Le piège ne repose pas sur une erreur de l'animal, il repose sur son sentiment de sécurité absolue. Le mécanisme du piège suspendu ne représente que la moitié de la solution. L'autre moitié réside dans la guerre cellulaire. Autrefois, le piégeage était une tâche pénible et fastidieuse, obligeant les agriculteurs à passer des heures dans des abris glacials ou à vérifier chaque matin leurs pièges manuels, souvent vides. Le nouveau paradigme intègre des systèmes de caméras haute définition et basse luminosité directement dans la structure du piège, connectés au monde entier via les réseaux cellulaires 4G et 5G. Le champ de bataille moderne n'est plus observé à travers la lunette d'un fusil, mais à travers l'écran d'un smartphone. Cette technologie transforme l'agriculteur de participant en observateur. Cette phase de l'opération est connue sous le nom de collecte de renseignements. Avant même de poser le premier piège, l'éleveur passe en phase d'observation, car la caméra diffuse en direct les images du site de piégeage, permettant une analyse détaillée de l'ennemi. L'éleveur compte les truies, s'assurant de la présence de chaque membre. Il identifie ensuite les cibles, les porcelets allaités, les jeunes et, surtout, la truie dominante. En observant leurs habitudes pendant plusieurs jours ou semaines, l'agriculteur apprend leurs habitudes alimentaires, leur heure d'arrivée, leur mode d'alimentation et l'ordre dans lequel ils entrent dans l'enclos. Cette observation élimine toute incertitude. L'agriculteur sait précisément qui vient de dîner et à quel moment précis fermer la porte. Une fois le piège en place et les caméras en marche, l'opération entre dans sa phase psychologique, le conditionnement. Il s'agit d'un travail de longue haleine, d'un exercice de patience visant à vaincre la méfiance naturelle des porcs grâce au confort de la routine. C'est un processus d'alimentation à volonté qui peut durer des semaines, dont le but n'est pas de capturer un seul porc, mais de dresser un groupe,
Le déroulement est méthodique. La première semaine, le piège est installé en hauteur à au moins 1 mètre du sol. Les agriculteurs répandent du maïs en dessous. Les porcs arrivent, d'abord méfiants face à la structure. Cependant, comme le sol est dégagé, la truie dominante finit par s'y sentir en sécurité. Ils se nourrissent librement, entrant et sortant de la zone sans restriction. Dès la deuxième semaine, l'habituation s'intensifie. Les sangliers sont devenus des habitués. Ils associent l'endroit à une nourriture facile et riche en calories. Ils passent plus de temps sous l'anneau suspendu, leur vigilance baissant à chaque repas réussi. L'éleveur les observe sur son téléphone, comptant les têtes, résistant à la tentation de déclencher le piège. Cette discipline est cruciale. Déclencher le piège trop tôt alors que seulement la moitié du groupe est présente serait une erreur stratégique catastrophique. Cela permettrait aux survivants d'apprendre leurs habitudes et rendrait le site impropre à la consommation pendant des mois. Au cours de la troisième semaine, la hauteur du piège est souvent légèrement abaissée, réduisant ainsi la hauteur libre. Les porcs, désormais parfaitement acclimatés, ne remarquent presque pas le changement. Ils ont été dupés et se sentent en fausse sécurité. La truie alpha, gardienne du groupe, a été trompée et croit vivre dans un sanctuaire. Nuit après nuit, elle conduit sa famille au centre du cercle, ignorant qu'elle les a menés dans une prison qui n'est pas encore fermée. C'est la victoire psychologique qui précède la victoire physique. L'éleveur a retourné l'intelligence des porcs contre eux. En supprimant les barrières physiques et en instaurant une routine rassurante, le système de piège suspendu désactive l'instinct de survie du troupeau. Tout le troupeau est désormais rassemblé sous la structure métallique suspendue. Nourri, confortablement installé, il ne remarque rien de l'éleveur, dont le doigt plane au-dessus du bouton lâché sur l'écran de son téléphone. Le nouvel ordre. Le déploiement du piège suspendu sur une seule ferme constituait une victoire tactique, mais les agriculteurs se rendirent vite compte que, dans une guerre contre un ennemi qui parcourt des kilomètres de terrain en une seule nuit, une forteresse isolée ne suffit pas. L'élimination d'une volée de pigeons sur une propriété n'empêche pas une autre volée de franchir la clôture du terrain voisin la semaine suivante. Pour véritablement reconquérir l'État, la stratégie devait évoluer de la défense individuelle à la lutte collective. Cette prise de conscience a donné naissance au concept de « salle de guerre ». Il ne s'agit pas d'un bunker physique rempli de généraux, c'est un réseau décentralisé et de haute technologie qui relie les propriétaires fonciers, les responsables de la faune et les experts en lutte antiparasitaire au-delà des frontières des comtés. Elle repose sur le principe que les sangliers sauvages ne tiennent pas compte des limites de propriété. Un agriculteur agissant seul ne fait que déplacer le problème. Une communauté agissant de concert le résout. L'épine dorsale opérationnelle de ce réseau est le système de grille. Autrefois, un agriculteur aurait pu garder secrètes ses données de piégeage, mais la salle de guerre mise sur la transparence et la communication rapide. Elle fonctionne grâce à un réseau de surveillance numérique et de partage de données en temps réel. Lorsqu'un groupe de sardines est repéré par une caméra de surveillance à la ferme A, mais échappe à la capture, le propriétaire ne se contente pas de se rendormir. Il alerte le réseau que le groupe se dirige vers eux. Cette coordination permet une éradication globale à grande échelle. Les voisins coordonnent leur programme d'appâtage, veillant à ce que les sources de nourriture soient synchronisées afin de maximiser le nombre de sangliers capturés. Ils suivent des déplacements de groupes spécifiques lors de leur migration à travers la zone délimitée, attendant que les animaux se fixent à un endroit où un piège suspendu est déployé et prêt à être utilisé. L'agriculteur assis dans sa cuisine, qui surveille une retransmission en direct, ne se contente plus de veiller sur sa propre exploitation, il est les yeux de tout le comté. Pour les bandes les plus insaisissables, celles qui ont appris à éviter même les pièges les plus subtils, la salle de guerre déploie son arme la plus sophistiquée et la plus impitoyable, le cochon Judas. Cette technique représente le summum de l'utilisation de la biologie même de l'animal contre lui. Dans ce cas de figure, des gestionnaires professionnels capturent un sanglier sauvage isolé, généralement une jeune femelle, et l'équipant d'un collier GPS ou d'un émetteur radio. Il est ensuite relâché dans la nature. Les sangliers étant des animaux sociaux ayant un besoin fondamental d'appartenance, ce sanglier solitaire cherchera activement à entrer en contact avec d'autres individus. Elle devient un phare vivant guidant les exterminateurs directement vers les populations cachées que l'œil humain ne pourrait jamais découvrir.
La truie traîtresse intègre son groupe. Elle rejoint une nouvelle compagnie et son signal GPS apparaît sur les écrans de la salle de contrôle. Les responsables suivent le groupe jusqu'à son lieu de repos ou d'alimentation. Une fois l'emplacement précis localisé, une équipe de piégeage intervient où un piège suspendu est installé à cet endroit. Après le retrait de la compagnie, la truie traîtresse est relâchée pour trouver un nouveau groupe. C'est une méthode froide et calculée qui transforme l'intelligence sociale des truies en leur plus grande faiblesse. Le passage de la chasse chaotique au piégeage stratégique et organisé n'est pas qu'un simple changement de méthode, c'est une véritable révolution, étayée par des données concrètes. Pendant des décennies, l'efficacité de la lutte contre les sangliers se reposait sur des anecdotes et des estimations approximatives. Désormais, des institutions comme le Noble Research Institute ont quantifié cette différence et les résultats sont stupéfiants. Sous l'ancien régime de chasse traditionnel et de pièges au sol, les taux de capture étaient catastrophiques. Les pièges conventionnels, limités par la crainte des sangliers de franchir des portes étroites ou des seuils, n'atteignaient en moyenne que 48,5% de la population locale. Cela signifiait que la moitié du groupe s'échappait souvent, devenu plus difficile à capturer par la suite. La chasse traditionnelle et la chasse aérienne donnaient des résultats encore pires à long terme, ne parvenant généralement pas à réduire la capacité de reproduction du troupeau. Le piège suspendu a complètement changé la donne. Des études scientifiques ont confirmé que ces systèmes qui éliminent la peur initiale et utilisent un déploiement à distance atteignent un taux de capture moyen de 88,1%. Dans de nombreux cas, des opérateurs expérimentés parviennent à capturer 100% des oiseaux chanteurs ciblés. Les indicateurs d'efficacité sont tout aussi accablants pour les méthodes traditionnelles. Les recherches montrent que la capture d'un seul porc à l'aide de pièges en enclos classiques nécessite environ 2,3 heures de travail. Avec le système de pièges suspendu, cet effort tombe à 0,64 heures. Cette technologie permet à une seule personne de gérer plusieurs pièges sur des milliers d'hectares sans jamais quitter son bureau, ne se rendant sur le terrain que lorsque le piège est plein. Ces statistiques sont cruciales en raison de la règle des 70%. Les biologistes ont établi que pour stabiliser la population de sangliers sauvages, les propriétaires fonciers doivent éliminer au moins 70% de la population totale chaque année. Tout résultat inférieur représente une perte. Les méthodes traditionnelles rendaient cet objectif mathématiquement impossible à atteindre. Le réseau de pièges suspendus a enfin permis d'y parvenir. Il en résulte un nouvel ordre dans les broussailles texanes. Le chaos de l'époque des abattoirs à sangliers et la frustration des pièges à cages ont cédé la place à une machine silencieuse et coordonnée. Les sangliers sont toujours là, tapis dans l'obscurité verdoyante, mais ils ne font plus face à un groupe épars de fermiers armés de fusils. Ils sont confrontés à un dispositif unifié, un réseau de surveillance et un piège qui tombe du ciel sans prévenir. Une fois le piège suspendu abaissé, l'attention se porte désormais sur l'élimination des porcs piégés. Leur sort est strictement réglementé par la Commission de la santé animale du Texas, TAHC, et les solutions varient selon les ressources et les objectifs du piégeur. Pour de nombreux propriétaires fonciers, la priorité est le contrôle immédiat de la population. Dans ces cas, l'euthanasie est pratiquée sur place à l'aide d'armes à feu, conformément aux directives vétérinaires pour une fin de vie sans souffrance. Les carcasses sont généralement enterrées pour prévenir la propagation des maladies ou, dans les zones reculées, laissées à la décomposition naturelle, restituant ainsi les nutriments à l'écosystème qu'elles ont autrefois ravagé. Cependant, une industrie s'est développée pour transformer ce fléau en atout économique. Les sangliers s'étant classés comme espèces exotiques, leur commerce est autorisé. Ce processus est strictement contrôlé afin d'éviter toute nouvelle prolifération accidentelle. Le transport de sangliers vivants sans autorisation spécifique est illégal. Les animaux capturés sont donc conduits vers des centres de détention agréés par l'État, puis vers des abattoirs inspectés par le ministère de l'Agriculture des États-Unis, USDA. Ici, l'abomotoculteur infernal se réinvente. La viande est transformée et vendue sous l'appellation sanglier à des restaurants haut de gamme et à des épiceries fines comme Whole Foods. Une grande partie est exportée vers l'Europe,
où le sanglier est considéré comme un mets traditionnel de choix. Des entreprises comme Broken Arrow Ranch ont ouvert la voie sur ce marché, garantissant la sécurité alimentaire de la viande grâce à une cuisson à 74 degrés Celsius, 165 degrés Fahrenheit, pour éliminer les parasites. Si cette commercialisation présente un aspect positif, l'objectif principal reste l'éradication, afin que la lutte ancestrale entre l'agriculteur texan et le sanglier prenne enfin le pas sur l'humain. Malgré le succès des pièges suspendus et des réseaux de grilles, les agriculteurs n'ont pas encore gagné la guerre. Cependant, pour la première fois en près d'un demi-siècle, ils ont cessé de la perdre. La courbe exponentielle de la population de sangliers, qui ressemblait autrefois à une ligne verticale de destruction, s'est enfin aplatie. Le chaos de la chasse réactive a été remplacé par la précision de la gestion proactive. La prochaine étape de ce conflit repose sur l'intelligence artificielle. La stratégie évolue. On passe de la simple observation des porcs sauvages à la prédiction de leur déplacement. Des systèmes de surveillance perfectionnés utilisent désormais des drones équipés de caméras thermiques pour scruter de vastes superficies jour et nuit. Des algorithmes d'IA traitent des milliers d'images vidéo en quelques minutes, dénombrant les populations avec une rapidité et une précision inégalées. La modélisation prédictive analyse les données historiques pour anticiper les routes migratoires et les zones à haut risque, permettant ainsi aux gestionnaires d'intercepter les groupes de porcs avant même qu'ils ne franchissent la clôture. Les pièges eux-mêmes évoluent vers des systèmes autonomes. Des développeurs testent des pièges déclenchés par l'IA qui éliminent le besoin d'une intervention humaine. Ces systèmes intelligents analysent les images en temps réel, identifient automatiquement l'espèce et ne déclenche la fermeture de la porte que lorsque la totalité du groupe d'oiseaux est confirmée à l'intérieur de l'enclos. Le sanglier sauvage demeure le parfait survivant de la nature, adaptable, intelligent et implacable. Mais l'ingéniosité humaine, alimentée par le piège du génie et amplifiée par les données, a fini par le rattraper. La guerre se poursuit dans les profondeurs du Texas, mais l'équilibre des forces a basculé. L'homme a désormais l'avantage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à cliquer sur la vidéo suivante affichée à l'écran.